Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire une vidéo super importante. J'ai beaucoup réfléchi actuellement en fait. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je fais, qui je suis, qu'est-ce que je veux apporter, qu'est-ce que je veux faire de cette chaîne. J'ai eu beaucoup de perturbations ces dernières semaines, ces derniers mois. Là en fait actuellement il doit être 3h30, 4h du matin. Je me couchais à 20h30, je me suis réveillé à minuit et demi en fait. Et j'ai tourné une vidéo avant, donc je la posterai après celle-ci, mais celle-là je voulais la faire parce que c'est une vidéo que je voulais faire pour donner du contexte. Je l'ai intitulée « Je ne suis qu'un messager ». Je ne suis qu'un messager, et en même temps je suis un messager. C'est quoi la signification, la différence dans tout ça? La sémantique, la construction, la grammaire. C'est que je ne suis qu'un messager, mais je suis quand même un messager, et c'est pas anodin. Et je voudrais te dire qu'en fait, toi aussi tu es un messager. Et la capacité à trouver le message que tu dois transmettre, c'est ce qui va te permettre de savoir ce que tu veux faire, quelle est ta mission de vie, ce que tu veux faire sur cette terre. En gros, quel est le message que tu as à transmettre à l'humanité, à l'espèce humaine, à la terre, aux animaux, aux plantes, aux minéraux, à l'énergie, etc., à l'univers. Quel est ton message? Moi, je vais te dire, il est très simple. Il est extrêmement simple. C'est éduquer les hommes et prêcher la rédemption finale. Sur mon Patreon, même si là, actuellement, il est en pause, et je pense pas que je le réactiverai parce que c'est un truc que je faisais en bonus, mais disons que j'ai pas eu des retours très positifs dessus, mais bon, c'est pas grave. Je l'avais intitulé le prophète de la rétention séminale. Alors c'est pas un titre qui m'avait été donné, c'est un mec qui avait comme ça, mais à la base c'était le prophète de la prostate. Parce que justement, j'étais sur un serveur Discord, et moi je disais à tout le monde, soit en rétention séminale, soit en rétention séminale, soit en rétention séminale. En gros, je disais au mec, littéralement la première étape pour être un homme, c'est pas cracher son jus, c'est maîtriser ça. Hier soir encore, j'en discutais avec un pote, je lui disais, il me disait, je suis fatigué, etc. Alors que lui, il a 21, 22 ans. Je lui dis, mec, faut que tu sois en rétention séminale. Moi, il me dit, oh, mais tu vois, parfois il y a des trucs, t'as envie de te branler, t'as envie d'éjaculer. C'est vrai. T'as envie de gérer les émotions à la façon dont tu l'as toujours connu ça, c'est-à-dire en te vidant ta substance. Et donc, en fait, en faisant taire toutes tes émotions. Et je dirais que c'est équivalent d'éjaculer pour gérer les émotions. C'est semblable aux femmes qui cherchent à se remplir. L'homme veut se vider, la femme veut se remplir. La femme, elle se remplit, j'avais dit dans une vidéo, c'est David Deida aussi qui en parle, elle va se remplir de différentes façons. Elle va se remplir du pénis d'un homme, de son sperme. Elle va se remplir de glace Häagen-Dazs ou Ben & Jerry's. Elle va se remplir de chocolat, elle va se remplir de sucreries, de café Starbucks, de sucre, enfin de tout ce qui est sucre, de tout ce qui est sucré en fait. En anglais, c'est drôle parce que le mot sweet, ça veut à la fois dire ce qui est doux et sucré. Sweet, ah you so sweet, ah t'es tellement adorable en fait. Je déteste. Lorsqu'une meuf elle vous dit vous êtes adorable, c'est mauvais signe. En général, c'est mauvais signe. Sauf si elle est déjà attirée sexuellement par vous. Mais si elle vous dit vous êtes adorable, oh c'est adorable. Alors le pire c'est quand c'est des mecs qui disent ça. C'est quand des mecs qui disent ça. Ça voit que c'est des gonzesses en fait. Oh c'est tellement gentil, c'est tellement mignon, tout ça. Tu veux pas être gentil ou mignon. Tu veux pas de ça en fait. La femme, elle peut pas te dire ce qu'elle veut. C'est ce que je vais expliquer dans la prochaine vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que la femme, elle va vouloir se remplir. Elle va vouloir se remplir de séries télévisées. Elle va se remplir d'alcool. Elle va se remplir de trucs, de glucides, en fait. Elle va dire tout ça. C'est rassurant, les glucides. Les glucides, c'est quelque chose qu'on veut, d'un point de vue, je dirais, évolutionnaire. La seule source de glucides qu'on a eu pendant très longtemps, c'était quoi? C'était le lait maternel. C'était le lait maternel. Pas ta peau, ça va? Oh, il est là. On est dans la chambre. C'est trop drôle ce chat. Ce chat est adorable. Ce chat est extraordinaire. C'est vraiment un amour ce chat. Et donc en fait, le sucre nous rappelle, le lait maternel nous rappelle l'enfance. Et de la même façon, l'eau chaude, le seul moment, les très rares moments, en fait, où on avait de l'eau chaude pendant très longtemps, c'était quoi? C'était source chaude, geyser, etc. Enfin voilà, à côté d'une faille volcanique, ou etc. Géothermale. Les mers chaudes relativement fermées, type la Golfe des Caraïbes, la mer Méditerranée, le Sud, etc. La mer Rouge, ou peut-être une partie de l'océan Indien, etc. Ou la mer de Chine, la mer du Japon, la mer au Sud, enfin, entre la Thaïlande et le Vietnam et la Malaisie, tout ça. Enfin, toutes ces mers relativement fermées, où l'eau elle était chaude à cause de l'ensoleillement, et pas trop refroidie à cause de la circulation des courants. Et donc en fait l'eau chaude, c'est une façon de se rassurer. Par exemple, ce soir j'ai pris une douche froide, ensuite, enfin après avant de dormir, ça m'a fait du bien, j'ai dormi comme un bébé en fait, j'avais besoin d'une douche froide. Et donc cette eau chaude en fait nous rappelle l'utérus. Quelqu'un qui avait posté une vidéo, c'était un philosophe, un penseur, qui interviewait Wald, et à un moment,
Vald, il avait fait une vidéo, il avait fait une chanson qui s'appelait Paradis perdu. Il lui demandait, mais quand tu avais Paradis perdu, est-ce que tu as pensé à ta mère, tu as pensé à l'utérus de ta mère? Parce que c'est ça, ce que disait Freud, c'est le paradis perdu, c'est l'endroit où on avait tous nos besoins étaient comblés lorsqu'on était dans le ventre de la mère. Et en fait, la transition de devenir enfant à homme, de devenir un adulte, c'est la capacité à remplir, à combler soi-même ses propres besoins. Et il y a des façons saines et des façons moins saines. Tu peux gérer tes besoins affectifs de manière saine je sais pas moi, en ayant un animal de compagnie, en ayant des bonnes relations, en ayant une femme, en ayant des enfants, ou tu peux la gérer de manière malsaine en allant au pute, en matant du porno, en prenant du cannabis, de la drogue, en fumant, en buvant de l'alcool, en prenant de la cocaïne, en prenant de la morphine, de l'héroïne, etc. quoi, ou du fentanyl. C'est ça en fait. Comment tu gères tes émotions? En fait, comment tu gères les moments difficiles de ta vie en disent long sur quel type de personne tu es. Je dis toujours, moi c'est ce que la leçon que j'ai apprise dans l'armée, c'était tu vois pas le vrai visage des mecs lorsque tout va bien, lorsqu'on est au quartier, lorsqu'on est au régiment, tout ça, lorsqu'il fait chaud, que tout le monde est bien habillé. Tu vois lorsque les mecs ils ont les pieds trempés, lorsque ça fait que 2 jours qu'ils n'ont pas changé leurs chaussettes, qu'on n'a pas dormi, qu'ils n'ont pas mangé, etc., qu'ils sont éclatés. Tu vois les mecs qui vont tout de suite abandonner, les mecs qui vont se laisser crever, les mecs qui vont devenir incommandables, les mecs qui vont devenir invincibles. Ensuite t'as les mecs qui vont continuer à guider, qui vont continuer à avancer. Et je vous dis les gars, vous voyez les différences. C'est pour ça que moi je trouve ça mignon tout ça. Enfin, mais voilà. Enfin, voilà, lorsqu'on parle souvent de faire des trucs de cohésion, des trucs de team building dans les entreprises, etc., ça me fait rire en fait. Les mecs, c'est un ersatz, ils font genre, ah oui, regardez là, bon, on est tout le temps dans un bureau, mais on va aller faire une piste d'obstacles ensemble et on va faire un truc, voilà, comme ça, et on va faire genre, ah oui, on a fait un truc trop bien. Cringe, cringe, comme je dirais, cringe, cringe. Et voilà. Donc je suis un messager. Je suis messager, ça c'est mon message. Et donc pourquoi je te dis ça? Parce que ce message ne m'appartient pas. Ce message ne vient pas de moi, il passe par moi. Et ce message, c'est un message du divin. Cette nuit là, enfin la nuit dernière, j'ai fait un live vers entre 2h et 3h du matin. On a une discussion sur le divin, sur Dieu, etc. Bon, tout le monde a ses croyances. Moi c'est pour ça que je voudrais pas faire de vidéo sur la religion, parce que je considère que la religion, même le divin, c'était quelque chose d'intime. C'est quelque chose qui ne regarde que nous-mêmes. Mais très rapidement, ma conception, c'est que tout est Dieu. Parce que si tout n'était pas Dieu, Dieu ne serait pas Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu n'est qu'amour pur, et c'est nous qui projetons en fait nos émotions humaines, nos passions humaines, nos sentiments humains sur Dieu. Dieu, s'il avait des émotions, des passions et des sentiments, il serait imparfait. Et donc, accessoirement, il serait humain. Et ensuite, donc, il serait pas Dieu. Et c'est ce que disait Voltaire, si Dieu a fait l'homme à son image, l'homme lui a bien rendu. C'est ce qu'il disait là en fait. C'est qu'en gros, on projette sur Dieu, oui, Dieu est un homme, Dieu est une femme, Dieu est blanc, Dieu est noir, Dieu est gay, etc. Les gars, je suis sérieux, enfin, j'ai déjà vu... God, je me souviens, je vais vous dire où j'avais vu ça. J'ai vu un autocollant, malheureusement ça fermé, sur le Gibert Jeune, qui était sur la place Saint-Michel, le grand qui faisait 4-5 étages, qui ont fermé pendant la Covid. Et il y avait... God is a black woman, gay black woman, un truc comme ça. Je fais, what? Enfin, je veux dire... En gros, tu as juste projeté, c'est ça. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toi, tu es une particule de Dieu. Tu es une étincelle de divin. Dieu est tout. Dieu est tout. Dieu, tout ce que tu vois, tu me dis, ah, mais Dieu, c'est pas le mur, là. Mais le mur, mec, ça, c'est la matière. C'est des atomes. Et donc, c'est quoi les atomes? C'est de l'énergie. Et l'énergie, elle vient d'où? Elle vient de la création de l'univers. Tout est la même chose, en fait. C'est juste des niveaux de densité, de vibration différents. Mais tout est relié. Et c'est parce que tu n'arrives pas, parce que tu restes bloqué dans le corps physique, que tu ne vois pas le corps astral, le corps éthérique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps atmique bouddhique, le corps, je sais plus quoi, le corps, voilà, bah, bref, peu importe tous ces trucs-là, quoi. Tu crois que tu es séparé de Dieu parce que ta chair, ta vision physique te sépare des autres. Or, tout est relié. Et c'est pour ça que tu ne dois pas coucher avec n'importe qui, accessoirement, parce que je ferai une vidéo, je pense probablement dessus, sur les corps et l'impact des relations sexuelles sur les différents corps spirituels. Mais grosso modo, t'as pas juste ton corps physique qui se mélange. C'est pour ça qu'il faut pas coucher avec n'importe qui. Il y a un mec qui m'avait dit, sur mon Discord là récemment, il m'avait dit, ah mais Thomas, si tu maîtrises l'orgasme éjaculatoire, tu peux coucher avec n'importe qui. Je fais bah non. Bah non. Justement encore moins. Parce que, en fait, j'avais dit dans une autre vidéo, mais parfois t'as des femmes, elles voudront que t'éjacules en elles. Donc tu vas avoir envie d'éjaculer en elles. Parce qu'elles voudront le faire relapse. T'as des femmes qui voudront pas se faire pénétrer. Même si elles veulent faire l'amour avec toi, elles sont tellement brisées, elles sont tellement traumatisées, que tu vas te débander en rentrant en elles. Parce qu'il y a un conflit dans l'énergie. Il y a un conflit entre ce qu'elle veut dans sa pulsion, dans son désir, dans son cerveau reptilien mammalien, et ce qu'il y a dans ses corps subtils.
Donc c'est pour ça qu'il faut pas coucher avec n'importe qui. C'est pour ça que les hookups, c'est la pire chose qui existe. C'est pour ça que lorsque j'ai fait ma vidéo, on a touché le fond là, j'ai le même débardeur là, bah, c'est horrible. Voilà. Donc je voudrais vous parler de petites anecdotes, donc c'est mon petit message. Donc c'est ça, moi je suis un messager, je suis pas un messager de Dieu. C'est Dieu qui passe un message à travers moi. Comme Dieu passe un message à travers tout le monde. À travers tout le monde. La question c'est, est-ce que tu es connecté à Dieu encore? Est-ce que tu as encore conscience de ce lien de la connexion? Ou est-ce que tu as voulu le couper? Comme tu veux couper la connexion. En anglais, on dit to sever. Ça donnait le mot sevrer. Comme si tu voulais te sevrer. Mais tu peux pas te sevrer de Dieu, en fait. Dieu est partout. Se déconnecter de Dieu, c'est se déconnecter de sa partie divine. C'est se déconnecter, en fait, des choses divines qu'on doit faire sur Terre. C'est tomber dans la mauvaise matrice. Il y a une bonne matrice et une mauvaise matrice. Il y a la matrice qui te branche et la matrice qui est en fait la terre-mère, Gaïa, et le ciel-père, Uranus. Voilà. Donc, je vais vous parler de petites anecdotes, c'est intéressant, vous allez voir. Donc, je vais vous parler ça va être un message que je vais transmettre. J'avais fait d'autres vidéos, mais j'étais pas satisfait et je voudrais vraiment juste vous parler de comment je transmets mon message finalement, comment je parle de tout ça. Je vais raconter l'anecdote. En 2011, l'été 2011, août 2011, j'étais à Yasmina. J'avais redoublé ma première année à Saint-Cyr. Et donc, on avait 3 semaines de vacances entre fin juillet et début août. Et en fait, c'est la deuxième fois que je partais au Club Med avec mon beau-père. La première fois, c'était avant de rentrer à Saint-Cyr. On était parti à Palmyre en Turquie. Donc, on était à Yasmina, au Maroc. Et on avait visité Tétan-Chefchaouen, je crois qu'on était resté 2 semaines. Et j'avais rencontré une nana là-bas. Mais je m'en foutais. Enfin, elle avait 19 ans, j'en avais 21 ou 18, un truc comme ça. Enfin, voilà. C'était une belle brune, franchement, grande, beau visage, sexy, etc. Moi, je m'en foutais, en fait. Et à un moment, en fait, on avait discuté, tout ça. Et à un moment, j'avais fait une corde, j'avais monté une corde rapidos. Il y avait des cordes que tu pouvais monter, tout ça. Et moi, j'étais super fort. Quand j'avais passé le concours à Saint-Cyr, mon pote qui faisait 2 mètres, il avait fait en 3 secondes 91. Moi, qui faisais 1m65, ou 63, je l'avais fait en 3 secondes 95. Donc 4 centièmes de plus. J'étais super fort, les gars. J'ai toujours eu un haut de corps surpuissant. Donc moi, ce qu'il faut, c'est vraiment muscler le torse, enfin le corps, et remuscler les jambes, surtout avec les blessures, quoi. Mais j'étais nageur à la base, donc j'ai vraiment beaucoup de traction. Et j'avais fait ça. Et finalement, elle m'avait jamais envoyé la vidéo, en fait. Elle m'avait jamais envoyé la vidéo. Donc maintenant, c'était en 2011, donc c'était bientôt 15 ans. En fait, cette meuf, je l'avais recroisée en 2014. C'était l'hiver 2014-2015, un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était probablement... C'était en 2014-2015. Et j'étais avec un pote. Et en fait, il y a un pote de ses potes qu'il avait rencontré, ils étaient tous les deux, enfin voilà. Bref, c'était 2 potes. Et on passe une soirée, le Zigzag il s'appelait le bar. C'est le bar dans la rue qui part la rue des Écoles qui monte vers le Panthéon, au nord du Panthéon. Et donc à un moment, je m'assois et tout à coup, je la connais. Elle s'appelait Mathilde. Je dis, salut Mathilde, ça va? Et ben, elle me regarde, c'est qui ce mec? Et bon voilà, je lui dis, hey, ça va et tout, qu'est-ce que tu viens, tu te souviens pas de moi? On s'est rencontrés là. Elle fait, ouais. Elle se souvenait pas du tout de moi en fait. Et bon, moi j'avais un petit peu bu, mais tranquille, j'avais bu une ou 2 bières. Bon, j'ai pris une bière avec, vous savez, la bière, les Jägerbomb, c'est une bière avec un shot de Jäger. Bon, c'est dégueulasse le Jägermeister. Moi je suis désolé, j'aime pas du tout ça. Je préfère boire ma térébenthine. Et on discute et elle me laisse son numéro. Et ensuite, le soir, je lui envoie un petit message, je lui dis salut Mathilde, ça me fait plaisir de te voir, etc. Et puis tu dis, au final. Et ensuite, il y a un mec qui me répond, qui me dit, ah désolé, elle t'a donné un mauvais numéro. Et là, j'ai halluciné en fait. Je me suis dit, mais what? Et en fait, j'ai compris plein de choses. Première chose que j'ai compris, c'est que je suis différent. C'est-à-dire que moi, je me souviens de tout, pratiquement. Je me souviens du nom de la meuf, je me souviens de son nom de famille, en fait, le même. Je me souviens de plein de choses. Et en fait, les meufs, elles vont croire que parce que tu te souviens de tout, tu fais ultra attention à elles. Sauf que moi, par défaut, je me souviens de tout, en fait. Donc c'est pas parce que t'es une meuf que je vais me souvenir de toi. Le mec lambda random, je vais m'en souvenir aussi. Voilà. Donc c'est la première chose. La même chose, j'ai compris que j'étais différent. Les gens, en fait, ils avaient une mémoire courte et ils n'avaient pas forcément les mêmes intérêts et ils n'avaient pas forcément les mêmes trucs. Et troisième chose que j'ai vue, c'est la vraie nature des femmes. C'est que les femmes, en fait, elles vont te mentir en pleine face. Elles vont te mentir en pleine face. Les femmes, elles vont pas hésiter. Pourquoi elles faisaient ça? Elles le faisaient pour se protéger. Pourquoi elles se protégeaient? Parce qu'elle avait peur. Et pourquoi elle avait peur? Parce qu'elle avait vécu des situations traumatisantes. Et parce que probablement elle pensait que j'étais un prédateur, etc. Faut dire que j'étais pas en super bonne shape à ce moment-là, donc je sais pas quelle énergie dégageait, mais j'étais encore un coumeur, j'étais sous la maline, enfin, je venais de me faire opérer, c'était la misère, je venais de quitter l'armée, enfin je sais pas ce qui se passait vraiment, voilà, c'est compliqué. C'était hiver 2013-2014, 2014-2015, un truc comme ça. Mais bon, le fait est que elle m'a fait ça, et j'ai fait what? Vraiment c'était, voilà. Mais je me doute parce que c'est une fille très suffisante, mais en fait c'était ridicule. J'ai trouvé ça tellement ridicule en fait. Elle aurait pu juste me dire non, mais
Tu sais, dans le feu de l'action, dans l'énergie, moi j'ai beaucoup d'énergie, les gens ils osent pas me dire non. En fait, les gens ils osent pas dire non en général. Les gens ont peur de dire non. Vous savez, lorsqu'il y a un mec qui vous aborde là, ça vous fait chier un petit peu. Moi je vais vous dire un truc hier soir, en fait, après la boxe, je suis allé dans une salle, à Anytime Fitness, et il y avait un mec qui était torse nu, déjà ça red flag, ensuite il faisait. Il faisait comme ça sur le sac. Et à un moment, il vient me parler et il me dit ouais, tu veux prendre le sac, il y avait une goutte, donc qui était un peu haute, etc. Donc moi je m'entraînais pour faire des uppercuts, tout ça, et il tape sur le sac. Et il me dit, moi ça fait 5-6 ans, ouais, je fais du sparring avec des mecs qui font 300 livres, etc. Mais moi je pourrais faire des tournois, etc. J'ai vu comment il tapait le sac, le mec il savait pas taper. Il finissait square, il avait pas de jeu de pied, il finissait les deux pieds levés. Fini les gars, c'est fini. Même moi, avec mon genou éclaté, je boxe mieux que ça. Et moi je lui ai dit à un moment, ouais, moi ça fait 6 mois, je lui dis, ouais, je suis un pratiquant de boxe. Il me dit, ah non, t'es pas un pratiquant, etc. Je fais, tu sais quoi, bonne soirée. Et le mec il dit, quoi? Je fais, oh, bonne soirée. Donc je suis retourné boxer, tac, j'ai fait mon truc. Ensuite, je l'ai vu, le mec il se met à parler tout sur le sac. un peu taré, quoi. Voilà, donc faut savoir virer les gens. Faut savoir mettre des limites. Le muscle le plus important pour un homme, c'est le muscle du non. Souviens-toi de tout ce que je dis. Super important. Donc voilà. Donc grosso modo, les gens, ils ont peur de dire non, ils ont peur de déplaire, ils ont peur de la situation, ils ont peur de la confrontation, généralement. Parce que les hommes, les hommes, et plus généralement les femmes aussi, mais les gens en général, ils n'ont pas les moyens de se défendre, ils n'ont pas les moyens de tout ça. Mais donc on va travailler au bluff, on va faire des trucs comme ça, etc. Enfin moi par exemple l'autre jour là il y a mon proprio et la gérante qui est venue. Et donc c'était un traquenard, il devait y avoir juste la gérante, il y a le proprio qui est arrivé. Elle lui dit, ah ouais mais de toute façon moi j'ai toutes les factures, je vais aller au tribunal, je vais leur montrer ça, tu devras payer en plus, etc. Je lui dis, tu sais quoi, prends-les tes 75 balles, prends-les, il n'y a pas de souci. Il me dit, mais en plus tu vois l'année prochaine ce sera encore plus cher. Prends-les tes 75 $, prends-les, voilà, tu les as, t'es content, allez bonne journée, au revoir. Voilà, sors de chez moi. Merci d'être passé. Voilà. Et là, les gens, ils peuvent plus rien dire. T'as accepté. C'est comme quand tu... C'est yeah, you're right. C'est ouais, t'as raison. Ok, next. C'est ça la vérité, les gars. Bon, je voudrais vous parler d'une deuxième anecdote. Donc ça, c'est la première anecdote pour vous parler un petit peu des femmes, un petit peu de comment j'étais, un petit peu de comment j'ai changé aussi. C'est pour vous dire aussi, avant, j'ai pas toujours été comme ça. Mais littéralement, je me souviens de comment j'étais. Enfin, je veux dire, il faudrait que je retrouve des photos de moi, mais voilà, quoi. Deuxième truc, c'est que je voudrais vous parler d'un mec qui était mon pote en fait en prépa. En fait, ça n'a pas toujours été mon pote, mais c'est un mec, il était spécial. Je vais pas te donner son vrai nom parce que pour différentes raisons, on va l'appeler Valentin. Valentin, il avait 2 sœurs et il avait un père qui était assez traditionnel, tout ça, mais un père, encore une fois, qui était traditionnel, mais qui n'a pas compris que le monde avait changé. Il avait 2 sœurs et en fait, il s'est pas bien occupé, entre guillemets, de ses 2 sœurs, dans le sens où lui, il avait son business, mais c'était un mec assez traditionnel, il savait tout faire avec ses mains, enfin voilà, il vivait à la campagne, enfin, c'était un mec rustique. Et c'était un mec qui est quand même relativement intelligent, éduqué, enfin cultivé, enfin vraiment, moi j'aimais bien son père. Franchement, son père j'aimais bien. Sa mère elle était très drôle, etc., super sympathique. Et mais par contre, ses 2 sœurs, en fait, elles étaient, c'était des filles modernes. Et en fait, c'est pour ça que j'ai discuté avec ma mère aujourd'hui, et je lui ai dit, mais maman, tu sais, en fait, tu peux pas comprendre ce que nous on vit. Faut arrêter de projeter. Oui, est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu vas faire des enfants? Ma mère me dit, je t'ai dit jamais ça, mais tu le dis sans le dire. Pourquoi t'as pas de maison, etc. Mais moi je lui dis, maman, toi quand t'étais à l'école, tu t'es dit, j'allais pouvoir avoir un boulot et faire des trucs, etc. Nous, c'est plus possible. Nous, c'est pour ça que les gosses, ils pètent un câble à l'école parce qu'ils savent qu'ils font un truc qui leur apprend rien, qui leur fait perdre du temps, qui les fait rester assis, avoir une mauvaise posture et qui les fera être esclaves plus tard. Tu m'étonnes que les gosses ils sont ultra stressés, quoi, qu'ils sont anxieux. Franchement, il n'y a rien de pire que l'école et les devoirs, les gars. Moi, je vous le dis. Et je vous le dis alors que j'étais le meilleur élève de ma classe. Je pourrais vous sortir mes bulletins. J'étais major de promotion quand j'étais à Saint-Cyr l'école. En prépa, les gars. Moi, j'éclatais tout le monde. Moi, j'étais un bon élève. Mais ça veut rien dire, en fait, être un bon élève à l'école. Je veux dire que c'est bien accepter les règles. Dans une certaine mesure aussi, c'est-à-dire que tu es aussi capable de réfléchir. La prépa, c'est pas la même chose que le lycée. La prépa, c'est compétitif. Tu es là pour passer un concours. Tu es là pour éclater des gens. Moi, sans pitié, les gars. Je mettais 2-3 points de moyenne à tout le monde. J'éclatais tout le monde. Donc mon pote, je disais, il avait 2 sœurs, et en fait, une de ses sœurs, elle s'est mariée avec un mec un peu chelou, elles ont toutes les 2 des gosses, et lui, en fait, il s'est trouvé une nana, qui avait 28-29 ans, mais il s'est trouvé juste pour la fourrer, en fait. En fait, il a perdu, la dernière fois qu'on s'est vu, je pense, c'est en 2019, c'est à la gare Montparnasse, et voilà, c'est ça. En fait, son père n'a pas compris le changement de paradigme qu'il y a eu, et il n'a pas fait attention à ses filles, il les a pas éduquées comme des femmes, en fait. Il les a pas équipées pour qu'elles se protègent, pour qu'elles soient... Il a pas entretenu le nourri familial, malheureusement. Et mon pote, il a cuté, quoi, et ensuite, il était un peu chelou, et ensuite, il avait des remarques, enfin, voilà, il faisait sa vie, et tant mieux, voilà, il s'est trouvé une meuf un peu random, un peu n'importe où, et elle lui suce la bite, elle lui vit des couilles, et basta, c'est ça. C'est la vérité, les gars, c'est la vérité. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est ultra facile d'être dans le top 20% des hommes, parce que la plupart des mecs sont médiocres aujourd'hui. Et la plupart des nanas sont paumées.
Et c'est la vérité, les gars. Donc votre but, vous, c'est d'être un mec ancré. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous dire, les parents ne peuvent pas comprendre aujourd'hui ce qu'on vit nous aujourd'hui. Et je dirais que c'est une génération à une génération et demie. Donc ça veut dire les gens qui ont actuellement 45-50 ans ou 60-65 ans. Il faut que vous compreniez que le paysage... Attendez, hop là. Hop là, il y a madame. Le paysage relationnel, Non. Ah, bon, Patapon il a tiré le câble et j'espère que ça n'a pas débranché. J'espère que le son est pas trop pourri. Patapon. Le paysage relationnel a changé. Le paysage relationnel a changé et ça c'est super important de comprendre ça. Le paysage professionnel a changé. Les gosses ils veulent plus travailler pour rien. C'est surtout qu'aujourd'hui, les gosses travaillent... Je vous mettrai un lien dans la description d'un mec qui a fait un reportage sur le Canada, ou plutôt un documentaire, qui vous explique pourquoi le Canada... Le Canada, en fait, c'est très simple. T'as le pouvoir d'achat du Mississippi, l'État le plus haut des États-Unis, avec les tarifs, les prix de la Californie, qui est l'État le plus cher des États-Unis, même avant Hawaï. Pour vous dire, les gars. Donc... Forcément, les mecs, ils sont un peu désespérés. En plus, on a des problèmes migratoires. En plus, là, on vient d'élire moi, j'ai pas voté pour lui, je vous le dis tout de suite, j'ai pas voté libéral. Mais un Premier ministre qui, en fait, qui était le conseiller économique de Trudeau. Donc là, les gars, on est dans la merde. Le mec, il était dans la Banque d'Angleterre et en fait, il promeut tout ce qui est DEI, diversité, inclusion, inclusivité, équité, inclusivité. Donc voilà, il promeut ESG, il veut la taxe carbone. Enfin, c'est un gigawatt, quoi. Enfin, c'est un mec trop bizarre. Moi, je suis triste en fait d'avoir ça au Canada, et je vais être honnête avec vous. Si le résultat de tout ça, c'est qu'on se fait intégrer aux États-Unis, bon, qu'on garde notre particularité franco-québécoise, super. Moi, je dirais pas non. De toute façon, moi, je suis français, j'ai de la chance, donc c'est-à-dire si ça pète le cul, je reviens en France ou je vais en Europe ailleurs, et je vais m'installer à Couillera, là où était mon père, et ça va bien se passer, quoi. Les gars, là, à Couillera, la pinte de bière 1,50 €, le litre de bière 2 €. La bouteille de vin, 1,80 €, voilà quoi. C'est pas le même niveau de vie, les gars. C'est ça, on oublie que la France, c'est quand même un beau pays, on a des économies d'échelle, on a un beau marché, on a une belle culture, on a des beaux paysages, on mange bien. Oui, il y a des trucs horribles, oui, il y a des squats, oui, la justice, elle fait pas son boulot, oui, la police, oui, il y a de la criminalité. Mais ça, je vous dis, les gars, c'est juste des décisions politiques, c'est juste des mecs qui entretiennent ça. Si c'est encore là, c'est que les mecs, ils veulent que ça reste là. Je vous le dis tout de suite, les gars. Si vous voulez voir la différence, vous regardez, bon, même si c'est pas toujours clean, Daniel Lerus, il avait fait aussi une vidéo sur Nayib Bukele au Salvador. Faut voir ce qui s'est passé, les gars. Après, est-ce que c'est parfait? Non, mais c'est toujours mieux qu'avoir peur de se balader dans la rue, quoi. Bon voilà, c'était pour parler de Valentin. Donc Valentin, c'était mon pote, maintenant c'est plus mon pote, c'est juste des gens, voilà, c'est un mec il est sorti de ma vie il y a 6 ans en fait, quoi. Je crois qu'il m'a réécrit pendant la Covid, il m'a écrit un message sur LinkedIn, je lui ai répondu, il m'a jamais répondu. Ok, j'ai fait d'accord, voilà. Je voudrais te dire un truc aussi qui est important souvent. Tu vois, là, je te donne plein de connaissances. Mais pourquoi je te donne toutes ces connaissances? Parce qu'en fait, il y a à un moment dans Game of Thrones, il y a Cersei qui, avec Littlefinger, elle dit, lui, il dit savoir c'est pouvoir. Elle lui dit non, le pouvoir c'est le pouvoir. Non, le savoir c'est le pouvoir. Mais ensuite, c'est ce qui permet le pouvoir, c'est voilà quoi. Enfin, c'est pas automatique. C'est-à-dire que la nana, si elle peut ordonner faire les trucs, c'est parce qu'elle sait plein de trucs, c'est parce que t'as du levier sur les gens, t'as de l'information, t'as des connaissances, surtout t'as de l'argent, t'as plein de choses. Le pouvoir aussi, c'est un truc, les hommes, ils ont perdu leur contact avec le pouvoir. Le pouvoir, c'est les racines. Le pouvoir, c'est le passé. Le pouvoir, c'est l'ancrage. Le pouvoir, c'est la masculinité. Le pouvoir, c'est nos ancêtres. Le pouvoir, c'est notre capacité d'homme. Et nos racines, nous les avons perdues. Et de l'autre côté, donc entre savoir et pouvoir, il y a un autre diptyque qui est conscience-puissance. La conscience, c'est... Moi, je dis toujours, il y a 3 trucs. Il y a 3 niveaux. Il y a la connaissance, il y a l'intelligence, et il y a la sagesse. La connaissance, c'est le savoir brut. L'intelligence, c'est le savoir pratique, l'application. Et la sagesse, c'est la capacité à utiliser de manière réfléchie, consciente, le savoir de l'intelligence et le savoir de la connaissance. Le savoir pratique, le savoir pur, le savoir-faire, le savoir-être. Ok? Donc c'est 3 niveaux. Donc
savoir, connaissance, compétence, intelligence, et conscience, conscience, sagesse. Oh, Patapon, ça va, Patapon? Ah, faut que j'aille te nettoyer la litière parce que je vois que t'as de la poudre. Patapon, bon, je vais pas tarder de me recoucher. Et ouais, c'est ça. Donc vraiment, c'est juste pour vous dire, j'avais pas 30 000 vidéos à faire là-dessus. Juste pour vous dire, les gars, c'est... Voilà, je vous ai transmis 3 petites anecdotes. Je vous ai transmis une anecdote sur Mathilde, une anecdote sur Valentin. Et ensuite, cette petite anecdote où je réfléchissais justement, c'est... Le savoir va te libérer. La raison pour laquelle je t'éduque, c'est parce que la plupart du temps, les gens, ils vivent dans un flou artistique. Je vais donner un exemple. Est-ce que tu sais comment une serrure fonctionne? Est-ce que tu sais comment une poignée de porte fonctionne? Je te pose la question. Pourtant, est-ce que ça t'empêche de l'utiliser? Non. Est-ce que tu l'utilises de manière optimale? Est-ce que tu saurais la réparer? Bon, bah, c'est autre chose. Moi, je me souviens, j'ai dû changer la serrure et la poignée de ma porte. Bah, j'ai galéré, etc. Mais ensuite, j'ai regardé. Mais je connais pas non plus le mécanisme. Comment ça se fait quand on tourne d'un côté ou quand on tourne de l'autre, la truc, elle va toujours comme ça? Parce que normalement, il y a un ressort, il y a un truc, faudrait que j'aille voir. Par exemple, bah, j'ai aussi des armes à feu. Comment ça marche? Ok, là, il y a le marteau, il y a le truc, il y a le levier, il y a le ressort, il y a le récupérateur de gaz, etc. Enfin, tous ces trucs-là. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. Vous n'êtes pas obligé de connaître une chose pour l'utiliser. Exemple, vous n'êtes pas obligé de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta bite pour t'en servir. Ça t'empêche pas de t'en servir. Est-ce que tu t'en sers intelligemment? Tu n'es pas obligé de savoir ce qu'il y a dans ton cerveau, comment ton cerveau fonctionne pour t'en servir. Pourtant, c'est mieux savoir comment il fonctionne. Parce qu'en gros, si toi, tu sais comment il fonctionne, tu peux te protéger contre les gens qui savent comment ton cerveau fonctionne et qui vont l'utiliser à ton insu. Un exemple, c'est le marketing, c'est la vente, c'est la pression, c'est la négociation, la psychologie, etc. Et c'est pour ça que, par exemple, Robert Greene a écrit Les 48 lois du pouvoir, où il t'explique littéralement quels sont les mécanismes qu'on peut utiliser contre toi. C'est pour ça que tu dois lire les livres sur la triade noire, les livres sur la psychopathologie, sur la psychopathie, sur le narcissisme, sur le machiavélianisme. Bon, même si Machiavel, les gens ils comprennent pas Machiavel. Machiavel, il faut savoir que c'était un mec de fin 15e, début 16e, et en fait il était là pendant les guerres d'Italie, lorsque les Italiens se sont fait éclater par les Français et par les impériaux, donc les Espagnols et les Autrichiens. Et donc en fait, son but c'était de naviguer entre le pape, le doge de Venise, ou alors le maire de Florence, ou les trucs comme ça. Enfin, voilà, d'expliquer tout ça. Ou alors le duché de Milan avec les Sforza, etc., Muccio, Francesco, tout ça. Et c'est un truc d'intérêt en fait. Bon, a priori, il a mal fini parce qu'il est tombé en disgrâce. Donc c'est pour ça que les gens ils lisent ce livre, ah regarde, je suis machiavélien, etc. Ouais, bah ouais, si tu veux, quoi, le prince. Son conseil, c'était, oui, est-ce qu'il y a une ville, soit tu l'es peinte, soit tu l'as détruite totalement. Mais encore une fois, c'est comme Sun Tzu, c'est l'art de la guerre. Je dirais Sun Tzu, c'est un niveau au-dessus parce que Sun Tzu, c'est encore plus abstrait. C'est plus des principes que des trucs. C'est vraiment très intéressant. Et surtout, c'est l'écriture chinoise est différente dans le sens où c'est aussi des aphorismes. Un peu comme Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Donc voilà, c'était tout ça. Donc quand t'as le savoir, tu peux te défendre. En gros, c'est comme... Je vais donner un exemple. Tu peux savoir mettre des coups et te battre, mais si t'apprends la boxe, tu sais comment... Tu sais faire tourner ton bras, bam, tu sais comment mettre ton poing, tu sais comment frapper, tu frappes avec ça, tu frappes pas forcément avec ça, mais tu frappes avec ça, bam, tu sais comment mettre une droite, tu sais comment faire la rotation du corps, tu sais comment placer tes pieds, comment être stable, etc. Pareil, quand tu sais faire du jiu-jitsu, tu sais, tu peux faire de la lutte sur des mecs, mais un mec qui fait de la lutte, qui fait du jiu-jitsu, boum, il met un triangle, c'est fini, quoi. Il va comprendre la garde, la demi-garde, il va passer, etc. Il va maîtriser avec la jambe, il va se serrer là où il faut, il va mettre le minimum d'effort possible pour le maximum de levier. Et ensuite, tu vas te faire une clé, etc. Oh, Patapon, ça va? Voilà, donc le savoir, c'est pour ça que la clé d'un homme, mais aussi d'une femme, c'est s'éduquer. S'éduquer sur soi, s'éduquer sur les autres, s'éduquer sur le monde. Voilà. Bon, allez, je vous montre le Patapon, parce que là, je l'ai beaucoup caressé, et donc je vais vous montrer quand même. Ça Patapon? Ça Patapon? Badabon, badabon. Oh. T'as quelque chose à dire, Patapon? Merci les gars, je vous souhaite une excellente soirée, bye bye.